On va laisser maintenant la parole à Bertrand. Il nous a surpris ce matin, donc je pense qu'il n'est pas capable de faire mieux, mais on va voir s'il relève le challenge. Alors, Thaïs vous a parlé des progrès qu'on a fait en chirurgie, qui sont notables, puisqu'on a maintenant des séries comparatives, prospectives de 20 ans, de 10 ans, avec des vraies améliorations sur le taux de rupture, elle vous a expliqué. Mais ce qui, moi, a révolutionné ma pratique quotidienne, c'est la compréhension d'un mécanisme que vous êtes maintenant tous informés, c'est l'arthrogenic muscle inhibition. Ce sont les inhibitions motrices après traumatisme ou après chirurgie. C'est assez marrant d'ailleurs parce qu'on en parle dans le genou, on n'en parle pas du tout dans les autres articulations. J'espère que ça va venir plus tard, mais il n'y a aucune raison que ce soit un mécanisme isolé au genou. Donc ce qu'on sait depuis quasiment une quinzaine d'années, c'est qu'il y a une atteinte centrale après soit un traumatisme, soit une chirurgie articulaire qui va déclencher un certain processus qui est complexe, avec d'une part une inhibition motrice, ça va être le sujet de ma présentation, et puis des atteintes cognitives qui sont très complexes, qui occupent beaucoup les kinés, mais qui ne sera pas développé dans ce sujet. En fait, il y a 3 facteurs. Il y a toujours un facteur déclenchant local, on ne sait pas bien ce qu'il en est. Pour le genou, par expérience, on a l'impression que l'hémarthrose va déclencher un processus important qui va avoir 2 atteintes, une atteinte spinale réflexe qui va plutôt agir sur les ischio-jambiers et un mécanisme supraspinal qui est cortical frontal, qui est l'objet de ma thèse de science. J'effectue actuellement une thèse de science, j'espère finir au mois de décembre, où on compare 2 groupes de patients victimes d'une rupture du ligament croisé antérieur, ceux qui sont en inhibition motrice, ceux qui ne le sont pas, et on les passe en IRM fonctionnel cérébral en leur demandant de faire une contraction du quadriceps, et on espère pouvoir mettre en évidence qu'il y a bien une atteinte frontale corticale qui fait que cette inhibition est liée à cette atteinte neuronale. On a pu publier cet article qui décrit très bien le mécanisme lésionnel. En fait, c'est une rupture ligamentaire, donc je vous ai dit les facteurs, on ne sait pas bien ce qui déclenche, l'inflammation, l'épanchement, la laxité, la douleur. On pense que la douleur agit aussi, qui va avoir 2 mécanismes. Un mécanisme spinal qui va entraîner un mécanisme réflexe de contraction des ischio-jambiers. C'est pour ça que les gens, quand ils se blessent, ils ont un flessum antalgique, simplement une contracture réflexe d'origine spinale. Et un mécanisme qui est beaucoup plus compliqué, plus long pour les kinés, notamment en rééducation, c'est un mécanisme cortical frontal qui va entraîner une inhibition du quadriceps qui peut persister pendant de très longs mois et qui rend la rééducation extrêmement difficile. Alors comme toujours, quand on élabore un sujet nouveau, qui est un sujet particulièrement transversal, puisqu'il va intéresser les kinés, les médecins de rééducation, les médecins du sport et enfin les orthopédistes, le seul moyen de pouvoir en parler tous ensemble, c'est cet article c'est les proofs, c'est-à-dire qu'il est en cours de publication, c'est de proposer une classification qui va nous permettre de tous parler du même sujet, parce que pour l'instant, c'est un peu une espèce de foire où chacun parle d'un sujet. Donc on a développé ça avec tous les gens de Senti, et on a essayé de faire une classification assez rigoureuse, assez simple à utiliser. Donc c'est assez simple. Le grade 0, c'est le type qui a eu une rupture du LCA, qui arrive, qui a une contraction normale de son quadriceps, pas de problème particulier. Ensuite, on va élaborer une classification grade A, grade B. Grade A, c'est assez simple, c'est qu'il est spontanément résolutif avec quelques exercices. Les grades B, il y aura besoin d'une prise en charge en rééducation notamment spécifique et qui est souvent longue et qui est parfois difficile. Donc grade 1, c'est toujours quand il y a une atteinte motrice du quadriceps isolée. Donc grade 1A, c'est une inhibition, c'est toujours le vaste médial qui est concerné, avec une activation qui est réversible avec des exercices simples. Grade 1B, inhibition du vaste médial, mais qui va demander une prise en charge spécifique. Le grade 2, c'est un critère de gravité. Il y a à la fois cette inhibition motrice du quadriceps, mais aussi une contracture réflexe des ischio-jambiers. Là encore, A, c'est réductible avec quelques exercices. B, il y a une prise en charge spécifique. Enfin, le grade 3, c'est la catastrophe absolue, et malheureusement, on en voit. C'est un déficit chronique d'extension qui est irréductible, c'est-à-dire qu'il n'est plus lié à une contracture réflexe des muscles ou par inhibition. Et à ce moment-là, il y a une rétraction capsulaire qui nécessite des chirurgies extensives d'arthrolyse majeure, parce qu'on ne peut pas retrouver l'extension sans faire des chirurgies, notamment de libération postérieure. Alors, une petite vidéo pour vous expliquer assez sommairement ces idées. Donc le problème, c'est que si on ne prend pas en charge ces problèmes, il y a des raies d'or post-opératoires, et depuis qu'on a pris en charge et qu'on a compris ces mécanismes, je peux dire qu'on a beaucoup moins de complications. Ça, c'est une contraction normale du vaste médial, c'est-à-dire qu'on peut élever le talon. Ça, c'est une contraction normale, vaste médial qui marche bien. On a une élévation
du talon du plan de la table. Ici, grade 1A, donc à droite ça marche, regardez à gauche, contraction du rectus femoris, mais on n'arrive pas à lever. Donc on a des tout petits exercices, vous voyez, avec un coussin, ce n'est pas de l'écrase-coussin, mais on lui montre comment activer son vaste médial. Grade 1A, c'est-à-dire qu'avec quelques exercices en consultation, honnêtement ça dure moins de 5 minutes, la patiente arrive très bien à réveiller son vaste médial, elle a compris le mécanisme, et vous allez voir que vraiment c'est réductible en 5 minutes. Elle comprend, elle fait ses exercices, donc regardez, elle va arriver à avoir une contraction symétrique, allongé sur la table, on peut le mesurer avec l'élévation de son talon, son vaste est efficace, on le contrôle assise et en position debout, c'est-à-dire que c'est un grade 1A qu'on a pu réduire tout à fait comme il faut et facilement. Grade 1B, même patiente, entorse grave du genou, regardez à droite, on a l'impression qu'elle contracte, en fait, elle fait du rectus femoris, là aussi, regardez, aucune élévation du talon, ils ont même une contraction réflexe du jambier antérieur, encore une autre patiente, regardez, aucune contraction du quadriceps. Et là encore, regardez le jambier antérieur, c'est assez incroyable, c'est paradoxal. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec des exercices simples, on n'y arrive pas. Un autre grade de 2A. 2A, on les met sur le ventre, et regardez, il y a une contracture réflexe des ischio-jambiers. Donc celui-là, c'est A, c'est-à-dire qu'on va le réduire. Donc d'abord, on fait une fatigue des ischio-jambiers qui va permettre de retrouver l'extension. Vous voyez, on relâche les ischio-jambiers. Ensuite, on fait des exercices et on réveille le quadriceps. Ici, un grade B expérimental, regardez le flexum majeur. C'est-à-dire que c'est un patient qui a regardé la contracture des ischio-jambiers. C'est-à-dire que lui, on arrive assez facilement à faire relâcher ses ischio-jambiers, mais pour réveiller son quadriceps, son vaste médial, c'est souvent très, très, très compliqué. Donc là, on a pu le relâcher avec quelques exercices, mais par contre, regardez, incapable d'avoir une contraction correcte du quadriceps. Là, ça demande une prise en charge spécifique, ça demande des kinés qui soient hyper bien formés. Et je vous l'ai dit, maintenant, on n'hésite pas à faire des ponctions articulaires qui sont souvent assez incroyables. Regardez, ce patient, on lui a fait une ponction, il a pu récupérer sa contraction. Ça, c'est un grade 3, c'est-à-dire quand elle la met sur le ventre, elle n'a plus du tout de contraction de ses ischio-jambiers. Regardez comment elle marche, elle a un schéma postérieur, c'est-à-dire qu'elle tient debout par une contracture réflexe de ses ischios et de ses gastronamiens. Vous imaginez que là, il n'y a aucun moyen de faire des techniques conservateurs ou de rééducation pour retrouver l'extension, c'est des arthrolyses postérieures majeures. Le message pour les kinés, c'est que ce qu'on vous a appris, c'est une catastrophe absolue. L'écrase-coussin, c'est une connerie complète parce que vous faites de la co-contraction, donc ça ne peut pas marcher. Et l'électrostimulation, c'est comme pisser dans un violon, ça ne sert à rien, c'est passif. La seule chose qui marche, c'est le biofeedback. En pratique, on a fait là-dessus, parce qu'on a une puissance de feu assentie, on a fait une étude, ça encore, ça va sortir, et on est les premiers à le faire. On a fait une étude prospective, tout le groupe de Senti, sur 300 patients qui venaient nous voir après une entorse, d'une rupture du croisé dans les 6 premières semaines. On a été stupéfait de s'apercevoir que 60% des patients présentaient un tableau d'arthrogenic muscle inhibition. 60%. Alors des formes plus ou moins importantes, mais en tout cas 60% des patients avaient une inhibition motrice. Vous imaginez bien, je vous l'ai dit, quand on prend en charge rapidement ces patients et qu'on les opère, c'est une catastrophe derrière. Le chirurgien ne comprend pas, le kiné ne comprend pas, il y a des raideurs, c'est des complications majeures. 60%. On était vraiment stupéfaits. Alors bien évidemment, comme toujours, on a corrélé au score. Les patients qui ont une inhibition motrice ont des scores fonctionnels, tous les scores fonctionnels inférieurs à ceux qui ne l'ont pas. La question maintenant, c'est pour ça que je fais cette thèse de science, c'est pourquoi certains ne l'ont pas, pourquoi 40% ne l'ont pas. Et ce qu'on a découvert qui est aussi extraordinaire dans les études scientifiques, c'est que les patients qui avaient déjà eu une rupture du genou contralatéral opéré ou du même genou, ils ont 40 fois moins de risque d'être en inhibition motrice. Ça veut dire bien qu'il y a un schéma moteur probablement compensateur qui s'est mis en place lors de la première chirurgie et qui court-circuite cette inhibition et qui va favoriser en fait une contraction réflexe qui fonctionne. Donc ça veut dire qu'il y a bien une atteinte centrale, j'espère que ma thèse va pouvoir le démontrer, mais enfin je peux vous dire que c'est un sujet passionnant et qui nous a révolutionné nos prises en charge parce qu'on a des complications bien inférieures maintenant qu'on a compris ce mécanisme. En conclusion, c'est une pathologie très fréquente, 60% des entorses du genou, c'est majeur, avec des conséquences terribles sur les suites, c'est-à-dire qu'on le voit après accident, mais aussi après chirurgie. La classification va permettre d'avoir, je pense, une discussion transversale et qu'on va tous pouvoir parler du même sujet. Après, on va pouvoir, je pense, en fonction des différents grades, mettre en place des options thérapeutiques, c'est ce que je vous ai dit, notamment le biofeedback et des choses comme ça. On va voir en fonction des types d'atteintes. Et enfin, comprendre et traiter ce mécanisme réflexe, je peux vous dire que ça a diminué de manière incroyable nos complications et c'est vachement important. Merci.
Merci. Est-ce qu'il y a une question, les kinés qui sont là, est-ce qu'ils ont une question à poser à Bertrand Sonnery-Cotet sur ce sujet? Non, pas de question. Si. À quel stade vous évaluez l'inhibition neuromotrice? Combien de temps post-opératoire? Là, l'étude qu'on a faite, c'était dans les 6 premières semaines. D'accord. Alors, je ne voulais pas montrer, il y a effectivement, c'est une bonne question, parce que c'est corrélé au délai accident-chirurgie. C'est-à-dire que tu as l'impression que quand les gens sont à 2, 3, 4 mois, ils sont moins en inhibition motrice. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, si tu veux, c'est que c'est un sujet qui est complètement méconnu, par les chirurgiens notamment. Et les gens ont tendance, parce qu'ils sont cassés le croisé, ils sont 4 sup, ils ne veulent pas s'embêter, opérer moins vite. Et ça veut dire que peut-être 60% des patients sont opérés en inhibition motrice, et c'est catastrophique. Nous, on avait été attirés la première fois avec Mathieu, un papier qu'on a fait en 2014 sur les épines tibiales. Les épines tibiales, c'est un modèle expérimental parce que la tendance était de dire on les opère vite, ils ont arraché un morceau d'os, on les opère très vite, on fixe ce morceau d'os et puis c'est un succès assuré. 15% de raideur post-opératoire. Et donc, comme tous les idiots d'orthopédie, on s'est demandé avec Mathieu, est-ce qu'on ne tire pas trop, est-ce qu'on n'a pas mis trop de force, est-ce que machin, est-ce que truc. C'est une connerie absolue. En fait, on les opérait en aigu avec une hémarthrose majeure en phase d'inhibition, derrière 15% de raideur. Et donc, pour les épines tibiales, par exemple, on a complètement arrêté, on ponctionne, déjà je vous ai dit que c'était mieux, on attend qu'ils aient un réveil du vas médial, qu'ils aient une extension pour les opérer, et on n'a plus de raideur. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Merci Bertrand. Donc,